Bien, alors je me doutais que Is 8 ça allait être un gros morceau. Je suis content de l'avoir fait, même si j'aurais aimé le faire dans d'autres circonstances. Je comprends les critiques qu'il a reçues et je les partage à un certain degré. C'est le meilleur Is de ceux que j'ai fait pour le moment, mais je n'irai pas le qualifier de chef-d'œuvre. Ça coche toutes les cases de ce que doit être un bon Is, et puis ça va même un petit peu plus loin pour certaines. Alors oui, si vous ne devez faire qu'un seul Is, faites Is 8, mais je trouve que ça fonctionne encore mieux quand on voit d'où vient la série et tout le chemin qui a été parcouru depuis le début. Maintenant, il me reste Is 9 à faire, un titre pour lequel j'ai entendu des critiques en demi-teinte. Ce qui veut dire, toute proportion gardée, que si ça se trouve, je vais plus l'apprécier que Is 8, parce que je m'attends à être déçu. Je suis quand même bien content de m'être lancé dans cette rétrospective de la série des Is. C'est le petit coup de pied au cul dont j'avais besoin pour enfin me lancer dans certains opus. C'est le cas de Is 9 Monstrum Nox. Oui, Monstrum Nox, c'est du latin, donc je vais le dire en façon latine. La nuit des monstres. Un épisode que j'avais acheté à sa sortie en 2021 et qui traînait depuis tout ce temps sur mon étagère. Il était temps que je m'y attaque. Fais pas genre, on sait que tu te fous de nous. C'est vrai, j'avoue, il traîne toujours sur mon étagère. En 2023, PlayOn m'avait envoyé un code pour la version PlayStation 5, donc c'est cette version que j'ai faite, et mon exemplaire PlayStation 4 est toujours sous ses lots. Bon, mais ça, vous vous en foutez. Is 8 et 9, ce sont un peu des cas particuliers dans la série. En prenant le 8e épisode comme point de référence, il y a pas mal de joueurs qui ne l'ont pas apprécié, alors que d'autres le trouvent supérieur. Le fait que le 9e opus ne fasse pas l'unanimité, c'était plutôt un bon point. Mes attentes allaient être moindres, et je me suis lancé dans cet épisode en étant beaucoup plus serein. Mais avant de parler de son scénario ou de son gameplay, je vais commencer par faire une petite présentation. Ce qui est dommage avec la série Is, c'est que plus on avance dans la série, moins il y a d'informations croustillantes à débusquer. On pourrait croire qu'à notre époque où l'information est reine, et où tout se sait immédiatement, nous pourrions crouler sous les détails, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner dans une précédente vidéo de la rétrospective, avec Falcom c'est tout l'inverse. Pour éviter que leurs développeurs se fassent embaucher par la concurrence, le studio a fermé les écoutilles. Donc, tout ça pour vous dire que, sorti de la communication officielle, finalement, on n'en sait pas tant que ça sur ce Is 9. Toshihiro Kondo est le président du studio, et tout ce qu'on saura, c'est ce que lui veut bien nous dire. Pour rappel et pour situer, Is 8 était sorti dans un premier temps sur Vita en 2016 au Japon, puis sur PlayStation 4 en 2017, avant d'arriver dans le reste du monde en septembre de la même année. Pour une fois, Falcom n'a pas perdu de temps, et dès mai 2017, on entend parler d'une possible 9e itération de la série Oeroru dans une interview de Toshihiro Kondo pour le magazine Dengeki PlayStation. Il est intéressant de voir qu'à ce moment-là, le projet n'en était qu'à un stade très peu avancé. Certaines idées étaient déjà présentes, comme celle de développer le lore autour de l'Empire romain. Sur ce point, on y reviendra plus tard, mais sur d'autres aspects, on peut émettre quelques réserves. Kondo déclarait alors que, pour l'après-Is 8, son souhait était de faire évoluer les choses différemment par rapport au 8e opus. Là encore, on en reparlera plus tard, mais il y a matière à discussion. Il y a une idée que je trouve très intéressante dans cette interview, quelque chose qui m'avait traversé l'esprit il y a peu. On sait que Adol a vécu 100 aventures dans sa vie, ce qui veut dire que, techniquement, un jour la série s'arrêtera. Avec 100 épisodes, ça laisse le temps de voir venir. Mais les gens de chez Falcom envisagent l'idée de faire intervenir le fils d'Adol dans un épisode, ce qui n'est pas impossible si l'on en croit la fin de Dawn of His, dans lequel on apprend que notre héros finit sa vie avec Lilia. Même si, certes, aujourd'hui, Dawn of His n'est plus canonique. J'aime beaucoup cette idée d'avoir un jour un Is à la manière du God of War de 2018, dans lequel Adol apprendrait à son fils comment combattre les monstres, séduire les filles, et puis surtout, j'espère qu'il lui apprendra comment éviter de faire naufrage à chaque fois qu'il prend la mer.
Mais je digresse. Pour être précis, en 2017, Kondo ne savait pas encore si le prochain Ys serait un nouvel épisode ou s'ils opteraient pour un remake, comme ils savent si bien le faire entre deux opus. En 2018, dans une interview accordée au site Actu Gaming, la nouvelle tombe, le prochain Ys à sortir sera bel et bien un nouvel épisode, et ce sera Ys 9. En décembre de la même année, un premier site teaser est mis en place avec une illustration et une simple phrase. J'ai fait un rêve. J'ai découvert la vérité dans une prison appelée Berceau. Le même mois, Falcom confirme que le titre sortira sur PlayStation 4. La communication s'intensifie dans les mois suivants, Ys 10 Monstrum Nox est officialisé en décembre 2018 et sa sortie est annoncée pour 2019 au Japon. Comme d'habitude avec Falcom, les sorties s'étalent dans le temps et il faudra patienter avant de le voir débarquer en Occident. Cela dit, plus la série avance, plus l'écart entre les sorties japonaises et occidentales se réduit. Et quand on voit qu'en septembre 2025, le remake de Trace in the Sky sort simultanément partout dans le monde, on ne peut qu'espérer que ce rythme devienne la norme chez Falcom. Ys 9 sort d'abord le 26 septembre 2019 au Japon, en 2020 en Asie, puis en février 2021 dans le reste du monde. La version Switch suit rapidement. Juillet 2021 en Occident, septembre 2021 au Japon et janvier 2022 ailleurs. Étrange calendrier, mais ça n'est pas fini. La version PC arrive en juillet 2021 sur Steam et GOG. Comme souvent, on la doit à Peter Foman et son studio PH3, qui ont ajouté bien plus que demandé, et ils nous ont mis la prise en charge du clavier et de la souris, la prise en charge de fréquences d'images élevées passant du 60 fps de base à un joli 144 fps qui doit rendre le tout bien fluide. Des résolutions hyper larges sont ajoutées, et tout un tas d'options que je ne vais pas mentionner, même si, ici aussi, il vous sera possible de jouer à 2 joueurs en local. Si on peut également ajouter dans les sorties certains services comme Google Stadia en juillet 2021, et Amazon Luna en juin 2022, la dernière grosse version de cet opus est celle sur PlayStation 5 qui a débarqué en mai 2023 en Occident et en juillet 2025 au Japon. C'est quand même assez incroyable de l'avoir 2 ans avant les Japonais. Bon, certes, il s'agit d'un portage amélioré, avec des graphismes en 4K et un 60 fps constant, ainsi que l'ajout de tous les DLC cosmétiques, mais quand même, on a eu cette version avant les Japonais. Un point sur les DLC en question, on aura notamment les costumes extravagants de la troupe Monstrum, qui sont rigolos, mais pas forcément ce qui met le plus vos personnages en valeur. Les différentes versions de cet opus, PlayStation 4, 5 et Switch, étaient à chaque fois proposées en Occident en version dite Pact, avec mini OST et mini Artbook. Une édition limitée était également disponible et je vous mets une photo du contenu de cette édition. Les Japonais avaient eu eux aussi droit à une édition limitée pour la sortie PlayStation 4. Celle-ci est d'ailleurs plus facile à trouver à bon prix que la version occidentale. Je dis ça, je dis rien. Bien, il est temps de se lancer à l'aventure. Ys 9 a cette particularité d'être le dernier épisode dans la chronologie de la série. Jusqu'à présent. Puisqu'on y retrouve un Adol qui a atteint l'âge respectable de 24 ans. Non mais rigolez pas, à l'échelle des héros de RPG japonais, c'est un âge avancé. D'ailleurs ça, je trouve certains avantages dont je parlerai un peu plus tard. Notre histoire commence avec Adol et Dogi qui arrivent à Balduc. Et histoire d'évacuer ça tout de suite, je ne suis vraiment pas fan du design de Dogi dans cet épisode. Je le préfère au Dogi de Ys 8, mais heureusement qu'ils sont revenus à un design plus classique à partir de Ys 10. Bref, Balduc nous disions. Balduc c'est une des cités principales de Glia. Étant donné que la géographie de la série s'inspire toujours de la géographie de notre monde, Glia correspond à la Gaule. Balduc, évidemment, le nom fait référence à la ville de Bar-le-Duc. Mais il s'agit d'une cité-prison bâtie autour d'un immense pénitencier qui ne sera pas sans rappeler la Bastille et donc Paris. Et en même temps, la cathédrale de Balduc semble s'inspirer de la cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes, sachant qu'encore en plus la ville est traversée par la Loire. Mais bon, la Loire a quelque peu dévié par rapport à sa position dans notre monde. Ceci étant, ça n'est pas très grave, les Ys n'ont jamais voulu être fidèles géographiquement. Le but n'est de prendre que quelques inspirations, histoire que ça sonne exotique pour le joueur japonais. Mais pour nous autres Européens, et Français en particulier, ça donne une saveur distincte à la série. Nous disions, Adol et Dogi débarquent à Balduc, et ce qui devait arriver arriva,
Adol et sa coiffure couleur de feu passent difficilement inaperçus, notre héros rouquin étant activement recherché par l'Empire romain, celui-ci ayant envahi une bonne partie de Glia, Adol se fait mettre aux arrêts. Bon, ça n'est pas le genre de chose qui va l'empêcher d'agir, et grâce à l'aide d'un autre prisonnier, il va réussir à s'enfuir. Lors de son évasion, il va faire la rencontre d'une femme étrange qui va lui tirer dessus. Ah ouais? Bon bah c'était rapide, merci d'avoir regardé la vidéo, abonnement, tout ça. Mais non, Andouille! Le pauvre Adol qui n'avait rien demandé va se retrouver avec des pouvoirs, le tout accompagné d'une petite malédiction qui va l'empêcher de sortir de la ville. Ces nouveaux pouvoirs vont lui permettre de prendre la forme d'un monstrum du nom de Roi Rouge, ce qui va lui donner notamment la capacité d'utiliser un grappin pour se jeter de plateforme en plateforme. Bon, mais là je suis en train de dévier doucement vers le gameplay, donc j'ai intérêt à faire attention. Sur ce, Adol va finalement réussir à sortir de la prison et il va rapidement se rendre compte qu'il n'est pas seul dans ce cas. Et il est même le tout dernier monstrum à rejoindre une bande déjà formée et qui inclut les personnages suivants. Alba Félix, le chat de gouttière qui vole aux riches et donne aux pauvres, Falco, le berserker qui n'est content que lorsqu'il boit ou lorsqu'il se bat, Poupa la poupée, et non ça n'est pas un qualificatif sexiste, c'est littéralement une poupée qui a pris vie. Furentorus, la grosse bourrine du groupe qui met des grosses tatanes et qui défonce les murs, et enfin Renegatus, le renégat qui ne croit plus en rien et qui déteste tout le monde. Chose amusante, si la version française a fait le choix de donner des noms latins à tous ces personnages, et ce afin de coller au terme de monstrum, les versions américaines et surtout japonaises ne se sont pas embêtées avec ça. Alba Félix, littéralement le chat blanc, se nomme White Cat en anglais, et Shironeko en japonais. Shironeko, ça veut dire chat blanc. Ouais, non c'est bon, je pense que c'était vraiment pas la peine de traduire, là, les gens ont compris. Tu crois? Et si on découvre tout de suite les différents monstrums dès l'introduction, ce n'est qu'au fur et à mesure de l'aventure qu'Adol va rencontrer leur équivalent dans la vie de tous les jours. De manière pas toujours finaude, puisqu'au début de chaque nouveau chapitre, on va rencontrer un nouveau personnage et... Oh, ça alors, c'était un monstrum! Petit point lexical, si la version occidentale utilise le terme de monstrum, la version japonaise parle de kaijin, littéralement humain étrange. Et j'aime bien ce terme, puisqu'il fait notamment référence à l'univers des tokusatsu. Il faut savoir qu'au Japon, tokusatsu est un terme qu'on peut traduire par effets spéciaux, et ça englobe toutes les œuvres télévisuelles ou cinématographiques qui utilisent des effets spéciaux. Mais chez nous, on va surtout l'utiliser pour désigner spécifiquement toutes les séries de monstres qui proviennent du Japon. Autant les Xor, les Super Sentai, les Kamen Rider et j'en passe. On a d'un côté les Kaijin, ce sont des humains avec des pouvoirs comme l'homme invisible ou Frankenstein par exemple. Les Kaiju, quand il s'agit de monstres à taille humaine, généralement, c'est l'ennemi de la semaine qu'affrontent la plupart des Henshin Heroes, et les Daikaiju quand il s'agit de monstres géants, Godzilla étant assurément le plus connu d'entre eux. Et j'aime beaucoup l'idée que ce Is 9 fasse référence à cet univers. Et les designs des monstrums arrivent à être modernes tout en gardant un petit quelque chose de classique. Ce qui fait que l'esthétique générale rappelle un petit peu les vieux films de monstres de la Hammer par exemple. Retour à notre scénario. Adol réussit à s'échapper de la prison, mais il n'est pas sorti de l'auberge pour autant. Et il ne devra son salut qu'en trouvant un abri dans une auberge justement. Et en plus, il y a même de la teinture dans un coffre. C'est pratique. Ça aurait pu être pire. Il aurait pu tomber sur une perruque comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Et Adol va devoir jongler entre la teinture qui lui permet de passer inaperçu et son alter ego, le Roi Rouge, qui, lui, est poursuivi par les forces de l'ordre. Tu veux dire que s'il passe au rouge, il risque de se faire arrêter? Oui. Adol va très rapidement réussir à se faire des compagnons, et cette taverne déserte dans laquelle il avait mis les pieds va devenir le repère de tous ceux qui connaissent son secret et veulent lui filer un coup de main. Un peu comme le campement que l'on créait dans Is 8. Dans l'ensemble, le scénario est assez classique avec, dans un premier temps, les chapitres qui s'enchaînent, et à chaque fois on va faire la connaissance d'un nouveau monstrum, chacun possédant un pouvoir qui lui est propre, ce qui étend le gameplay à chaque fois, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Il faut évidemment que je mentionne Aprilis, la jeune femme mystérieuse qui a shooté Adol en début d'aventure. Celle-ci va demander au monstrum de combattre durant les différentes nuits de Grimwald, un terme allemand que l'on pourrait traduire par forêt sinistre.
Le terme me fait d'ailleurs beaucoup penser à la nuit de Walpurgis, une fête païenne qui est rattachée aux sorcières dans la culture populaire, et ça correspond bien puisqu'ici il s'agit de batailles durant lesquelles des démons cherchent à envahir la ville, et seul Adol et les Monstrum possèdent le pouvoir de les remettre à leur place, ce qui ressemble beaucoup aux attaques du campement d'I8. Ça fait beaucoup de choses qui ressemblent à I8. C'est un peu le problème. Ceci étant, les nuits de Grimwald sont encore plus bourrines que ne l'étaient les attaques du campement de Is-8. Et on est à deux doigts de se dire qu'un Is en mousseau, putain, ça serait quand même super cool. Pour en revenir aux ressemblances, ce ne sont pas les seuls éléments qu'on y retrouve. Pour certains, ils font moins sens ici. Par exemple, un des PNJ va demander à Adol de cartographier la ville. Ça faisait sens dans Memories of Celceta puisqu'il était question d'une forêt dont personne n'est jamais revenu. Ça faisait sens dans Is-8 puisqu'il ne connaissait pas l'île de Seiren. Ça fait quand même beaucoup moins sens de devoir cartographier la ville de Balduc. Personne ne s'en est chargé jusqu'à présent ? Vraiment ? Dans cet épisode, Adol va devoir lutter contre deux factions. D'un côté, les soldats romains qui gèrent la prison avec, à leur tête, Berger qui est celui qui va choper Adol et le mettre en tôle. Et il me fait penser à Léo dans son design de Dawn of His, un commandant de troupes romaines qui chopait Adol et le mettait en tôle. On appelle ça du recyclage. De l'autre côté, on a l'ordre de la Croix étoilée et son commandant Châtelard. C'est la première fois dans la série que ceux-ci sont nommés. Même s'il s'agissait à la base d'un ordre appartenant à Glia, depuis l'invasion romaine, les deux travaillent ensemble. Loin de moi l'idée de vous spoiler quoi que ce soit, mais le scénario de Is-9 va se mettre en place petit à petit. L'aventure avec un grand A comme Adol est bien entendu toujours présente, mais ce sombre lieu qu'est la prison de Balduc a son lot de mystères qui vont désépaissir petit à petit. La fin de l'histoire arrive à lier les morceaux et à placer cet opus au cœur de la série de bien belle manière. Je trouve néanmoins que les choses ont un peu trop tendance à s'accélérer dans la dernière ligne droite et on aurait apprécié que le grand méchant soit introduit de manière un peu moins abrupte. Mais j'adore le dernier donjon et sa musique, donc je leur pardonne. Il y a une chose que j'aime beaucoup néanmoins dans le scénario de Is-9, c'est que, pour une fois, il fait la part belle à l'Empire romain. Romun, vu que je dis Monstrum, je devrais dire Romun, mais vu que depuis le début de la rétrospective je dis Roman, vu que ça ressemble à un romain un petit peu déformé, je vais continuer à dire Roman. Bref, si depuis toujours l'Empire romain est mentionné, celui-ci ne s'étant pas limité à envahir Glia, finalement on n'en sait pas grand-chose, et Is-9 est l'épisode où on en apprend le plus sur cet empire. On n'en apprend pas beaucoup non plus, mais on en apprend plus quand même. C'est l'épisode où il y a le plus de personnages issus de cet empire. Et j'espère qu'un jour, dans un futur épisode, Adol se retrouvera à s'infiltrer dans l'Empire. Au niveau de la durée de vie, je n'ai pas visé le 100%. J'ai fait une grande majorité des quêtes, et il m'a fallu 26 heures pour en voir le bout, ce qui est une durée de vie raisonnable pour un Is, même si inférieure aux 46 heures qu'il m'avait fallu pour achever le 8ème. Et sur ce, je vais passer au gameplay. Lorsque j'ai fait Is-8, je vous avais dit « Si j'étais un flemmard, je reprendrais ce que j'ai dit pour Is-7 en changeant juste le numéro et vous n'y verriez que du feu. » Et bien là... Si j'étais un flemmard, je reprendrais ce que j'ai dit pour Is-8 en changeant juste le numéro et vous n'y verriez que du feu. Je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles Is-9 a pu déplaire à certains joueurs. Is-7, Is-8, Is-9 et on pourrait ajouter Memories of Celceta qui a été développé entre le 7 et le 8, c'est vraiment la continuité et on est plus sur des améliorations de gameplay plutôt qu'une réinvention totale. Is-10 va chercher à s'en éloigner, pour le meilleur comme pour le pire. Avec Is-9, on va avoir affaire à une trailification. Trailification ? Trailsification ? Non, je reprends. Avec Is-9, on va avoir affaire à un copier-coller de la série des Trails, parce que, évidemment, il y a depuis longtemps dans les Is ce mélange entre quêtes annexes et scénario principal, mais ici, les quêtes annexes sont obligatoires pour faire avancer le scénario principal. Donc elles ne sont pas annexes ? Disons qu'elles sont toutes présentées de la même manière, mais que certaines vont vous permettre d'avancer dans le scénario et d'autres non. Accessoirement, je vous invite à toutes les faire puisque les quêtes dans les jeux Falcom sont toujours bien écrites et, à minima, ça vous permettra de rentrer un peu plus dans le détail des relations entre les personnages. Et donc, vous allez enchaîner les chapitres où vous allez devoir faire des quêtes annexes, ce qui vous permettra ensuite d'avancer dans la quête principale. Parfois, vous referez un peu d'annexe et vous finirez le chapitre sur un gros événement. Vous avez donc l'auberge qui vous sert de hub central, où vous allez avoir accès à un panneau indiquant les nouvelles quêtes.
Certaines vous seront données par vos compagnons qui logent sur place, pour d'autres il faudra aller trouver tel ou tel personnage dans la ville. Le gameplay reste donc de base commun à celui des épisodes précédents, et les 6 membres de l'équipe sont divisés en 3 catégories de personnages. Ceux qui tranchent, ceux qui frappent et ceux qui piquent. Les ennemis pouvant être sensibles à un type d'attaque plutôt qu'à un autre, ou non. Les ennemis mous craignent ceux qui tranchent, les ennemis renforcés n'aiment pas ceux qui frappent, et les volants sont faibles contre ceux qui piquent. Vous saurez de toute façon très rapidement si vous utilisez le bon personnage. Si les dégâts sont en jaune, vous avez le bon, s'ils sont en bleu, c'est le mauvais, s'ils sont en blanc, tout le monde peut y aller. Vous allez donc rapidement vous retrouver avec une équipe de 3 personnages, et si le jeu vous laisse la possibilité de prendre 2 personnages qui tranchent et un qui frappe, par exemple, les donjons sont plutôt remplis de telle manière que vous avez besoin d'avoir un personnage de chaque type sous la main. Il suffira de toute façon d'appuyer sur un bouton pour passer d'un de vos personnages à l'autre. Techniquement, le titre vous propose des accessoires permettant de changer le type d'attaque de votre personnage. Ce qui vous permet de faire une équipe avec les héros que vous préférez, mais ça va occuper un emplacement que vous ne pouvez pas utiliser pour mettre un autre accessoire. IS-9 est, au cas où vous l'ignorez, un action RPG, ce qui veut dire que vous allez frapper des ennemis en temps réel. Les actions disponibles seront donc un bouton pour attaquer, un pour sauter, un pour esquiver, un pour bloquer, un pour dasher, qu'il est nécessaire de laisser appuyer pour que vos personnages courent. Vous avez également un bouton pour loquer les ennemis avec la possibilité de changer de cible. Vous avez enfin un bouton pour utiliser vos techniques spéciales. Vous en avez 4 sous la main qui se déclenchent en utilisant R1 par défaut, plus triangle, rond, carré ou croix. Enfin, vous avez un bouton de boost qui permet, lorsque vous l'utilisez avec le bouton de technique, de balancer votre plus belle technique spéciale si la barre correspondante est remplie. Concernant la technique spéciale, petite variation ici puisque là où la majorité des épisodes ont une barre de technique spéciale qui se remplit et que vous gardez tant que vous ne l'utilisez pas. Ici, elle se vide si vous n'êtes pas en train de donner des coups. Donc on est sur un épisode qui nous invite à utiliser au maximum nos techniques spéciales. Et à l'inverse, ça se remplit aussi plus rapidement qu'à l'accoutumée. C'est le genre de petit changement de gameplay qui fait du bien. Pour en revenir aux actions, vous aurez noté que j'ai parlé de boutons et que je ne les ai pas cités. Simplement parce que, de base, l'attribution des touches est assez étrange et je vous invite vivement à aller faire un tour dans les options dès que possible pour avoir une configuration qui vous ira bien. De ce que j'en ai vu sur la toile, les joueurs ne sont pas vraiment d'accord qui du 8e ou du 9e opus a le meilleur gameplay. Et je vais vous donner mon ressenti. Quand je m'étais lancé dans Is-8, on m'avait dit « Le gameplay est génial ». Donc je m'étais dit que j'allais essayer de bien jouer. Et essayer de bien jouer dans Is-8, ça veut dire maîtriser l'esquive parfaite et surtout la garde parfaite. Le timing est plus serré, mais si vous faites une esquive ou une garde parfaite, vous ralentissez le temps et vous pouvez en mettre plein la tronche des ennemis sans qu'ils n'aient le temps de rien dire. Le problème étant qu'une esquive pas parfaite, ça reste une esquive, on n'a juste pas de bonus. Par contre, une parade pas parfaite, ça n'existe pas et vous vous prenez un coup dans la tronche. Is-8 oblige à maîtriser son système parce que la plupart des ennemis font très mal et peuvent rapidement vous mettre au tapis si vous n'êtes pas concentré. Is-9 de son côté est déjà plus permissif. J'ai un peu tenté de placer des gardes parfaites mais j'ai perdu le coup de main et ça m'a vite gonflé, donc je suis revenu à la manière dont je jouais à la série, notamment sur Is-7 ou Celceta. Autrement dit, en me concentrant sur l'esquive. Ça me permettait d'esquiver les attaques ennemies et de temps en temps je faisais des esquives parfaites qui me permettaient de contre-attaquer en toute tranquillité. Il va sans dire que ça a moins de panache, mais je trouve ça beaucoup plus plaisant à jouer. J'ai joué au titre en version normale. Je me suis pris des coups dans la tronche, mais les ennemis de base ne font pas non plus des dégâts magistraux. Il suffit de faire un peu attention et ça passe tout seul. Je vous avoue néanmoins que j'ai trouvé que les boss étaient un peu légers. Il n'y en a pas un seul qui m'a fait transpirer, je n'ai pas eu un seul game over. Ou un seul parce que j'avais pas fait gaffe. Et d'une manière générale, les boss de cet opus sont moins marquants que ceux des épisodes précédents. On en revoit même d'ailleurs certains que l'on a déjà croisés précédemment. Mais franchement, Falcom a déjà été plus inspiré dans d'autres opus. À côté de ça, de la même manière que l'on découvrait l'île de Seiren au fur et à mesure du 8e épisode, ici c'est la ville de Balduc qui va se dévoiler petit à petit. Comme je le disais précédemment, Adol et le gang sont bloqués et ne peuvent pas se permettre d'aller découvrir le vaste monde. Néanmoins, en combattant dans différentes nuits de Grimwald, le scénario va lâcher la bride et vous allez pouvoir explorer de plus en plus jusqu'à pouvoir enfin sortir hors des murs de la cité et explorer les quelques plaines alentours. Ici aussi, je veux bien comprendre que Is-9 puisse décevoir par rapport à l'opus précédent qui était un monde vaste et coloré, plein de verticalité.
Dans le 9e opus, de la verticalité, il y en a. Il y en a dans la ville, il y en a dans les donjons. Il y en a beaucoup moins dans les plaines par contre. Des plaines qui sont assez peu colorées. Je pense que toute l'aventure se déroule à l'automne. Donc d'un côté on a la cité de Balduc qui est entièrement dans des tons gris, et de l'autre on a la végétation où tout semble terne. Ça en fait une aventure homogène, mais ça en fait surtout un jeu à l'ambiance particulièrement triste et poisseuse. C'est amusant de voir que la partie la plus colorée de cet épisode, ce sont les nuits de Grimwald, qui, elles, sont dans des tons rouges, bordeaux, des tons très foncés. Ça fait un contraste très marqué entre les deux, ça n'est pas inintéressant. Un point sur lequel j'ai beaucoup aimé ce 9e épisode, c'est sur le gameplay du groupe. De base, c'est comme les 2 épisodes précédents. À une différence de taille près, c'est que chaque nouveau personnage apporte un petit élément de gameplay supplémentaire. Par l'intermédiaire de son alter ego, le roi rouge, Adol va recevoir un grappin. Celui-ci va lui permettre d'accéder rapidement au toit de la ville et de passer en un instant d'une maison à l'autre. C'est comme Assassin's Creed, sauf qu'au lieu de se traîner comme une grosse larve en sautant d'un rebord à l'autre, ici ça se fait en un claquement de doigts et c'est vraiment très agréable. La petite cerise sur le gâteau, c'est que le grappin aura aussi son utilité en combat, puisqu'il vous permet de vous rapprocher en un instant d'un ennemi lointain, ce qui donne pas mal de dynamisme aux affrontements. Et les personnages suivants ne sont pas en reste. Alba Felice permettant de monter au mur, Falco de voler, Poupa de voir à travers les murs, Taurus de défoncer les cloisons et Renegatus de se fondre dans les ombres. Tous ces pouvoirs ne sont pas forcément des nouveautés dans la série, mais avant il fallait mettre la main sur des artefacts par exemple, alors que là c'est lié à chaque personnage, donc au niveau de la cohésion du groupe, ça fonctionne particulièrement bien. Bien, je n'ai pas tout dit concernant la prise en main, mais je pense avoir dit le principal. Il est temps de passer à mon avis sur cet opus. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce Ys 9 Monstrum Nox ? Je vais pas revenir sur le gameplay, je vous ai déjà dit ce que j'en avais pensé dans la partie dédiée. Je vais donc parler du reste, de son scénario, de ses thèmes, de son ambiance. Je peux totalement comprendre que les joueurs qui ont découvert la série avec le précédent opus n'apprécient pas, ou pas autant, ce 9e épisode. Parce que là où Ys 8 était construit comme un one-shot, Ys 9 peut, certes, être joué sans avoir fait aucun autre épisode, mais il s'apprécie encore plus quand on a déjà une bonne connaissance de la série. J'ai déjà parlé de l'Empire romain, mais il n'y a pas que ça. Il y a une bonne grosse couche d'humour méta avec les PNJ qui font référence au naufrage répété du héros, ou qui se demandent ce qu'il fait de tous les accessoires qu'il dégote à chacune de ses aventures. Ce sont des blagues qu'on peut facilement comprendre, mais qui font encore plus sens quand on s'est déjà demandé soi-même pourquoi il commençait chaque nouvel opus sans un rond et sans équipement, puisqu'on l'avait quitté alors qu'il était riche comme un roi. C'est vrai ça, il en a fait quoi? Il revend tout, il fait du trafic, peut-être qu'il a tout mis ensemble planqué dans une cachette secrète, peut-être que de nos jours personne ne l'a encore trouvé et qu'il y a des... Wow, on se calme. J'en ai déjà touché 2 mots, je reviens néanmoins dessus, je trouve que c'est l'opus où on dirige un casting complet de héros où la cohésion fonctionne le mieux. Sur l'île de Seiren, ça fonctionnait très bien, puisque les personnages étaient tous prisonniers d'une île et se serraient les coudes pour s'en sortir. Dans Ys 7 ou Memories of Celceta, c'est déjà plus classique, avec des héros qu'on croise au fur et à mesure qui vont rejoindre notre groupe. Même si ça reste très bien écrit, on comprend les motivations de chacun. Mais Ys 8 et 9 fonctionnent encore mieux. Et je vous ai dit un peu plus tôt que dans cet opus, on se retrouvait avec un vieil Adol de 24 ans. Et ça a tendance à changer la dynamique des relations. Pour le mieux. En particulier avec le personnage d'Alba Felice, parce que notre brave Adol a toujours eu la fâcheuse habitude de faire craquer les filles qu'il rencontrait durant ses aventures. Même Lilia, dans Ys 2, qui n'avait que 15 ans. Même si certes Adol n'en avait que 17 à ce moment-là. Mais ici, il y a une telle différence d'âge entre les 2 personnages qu'il ne peut rien se passer. Et Adol se retrouve avec un rôle de grand frère par rapport au chat blanc, et un rôle d'aîné avec l'ensemble du casting. Il a déjà vécu des aventures, il sait quoi faire dans telle ou telle situation. Bon, ça l'empêche pas d'avoir des étoiles plein les yeux dès que quelqu'un parle d'un trésor potentiel, mais quoi qu'il en soit, il y a une véritable différence et on sent qu'Adol s'est assagi. J'ai parlé des références à notre monde un peu plus tôt. Je vais en rajouter une autre couche.
Je vous ai parlé de la géographie, je vais mentionner à présent l'histoire et la mythologie. Ce sont des éléments qui ont une place centrale dans le scénario de cet opus, donc je vais rester aussi vague que possible. Ys 9 se base autour d'un événement central qui est la guerre de 100 ans, qui a eu lieu 500 ans avant le début de l'histoire et qui a vu les armées de Glia et de Britagne s'affronter. Là où chez nous la guerre de 100 ans c'est juste un long affrontement entre la France et l'Angleterre, dans le monde d'Adol on y ajoute un élément mythologique, le crépuscule des dieux. Puisque bien avant qu'une pseudo-religion chrétienne, enfin en tout cas monothéiste, se mette en place, Glia était protégée par le dieu Grimnir, tandis que Britail l'était par le dieu Lucky. Lucky? Lucky? Ouais, Lucky ça fait nom de chien, mais Lucky ça fait... Et si Lucky fait immanquablement penser à Loki, Grimnir se rapproche d'Odin. C'est même d'ailleurs l'un des sobriquets sous lequel il est connu. La guerre de 100 ans a entraîné le crépuscule des dieux, qui a vu la chute de la religion norse, considérée aujourd'hui comme une mythologie. Je trouve ça dommage que Ys 10, qui se déroule chez les Vikings, ne fasse pas plus de lien avec les événements du 9e épisode, mais c'est souvent le cas avec la série. Bref, pourquoi je vous en parle ? Parce que je trouve ça très intéressant que la série parte dans cette direction pour développer son lore. Et accessoirement, chez Falcom, ils s'en gardent toujours un peu sous le coude, puisque si on découvre des statues de Grimnir pendant l'aventure, on n'a aucune idée de ce à quoi peut bien ressembler Lucky. Nous verrons peut-être ça dans une prochaine histoire. Bref, c'est une extension du lore que je trouve super intéressante et que j'espère voir un jour ou l'autre développer. Surtout qu'à la manière d'un Astérix chez les Bretons, on aimerait bien un Adol chez les Britailles. Ça veut dire que Doggy, c'est Obélix. Bah oui, il faut des grosses tartes dans les deux cas. Si ça se trouve, Astérix et Obélix, c'est une source d'inspiration de la série et on n'était même pas au courant. Par contre, à côté de ça, Ys 9 n'est pas parfait. Il faut qu'on parle de ce qui m'a peut-être le plus déçu avec cet opus. La musique. Oui, je sais à quoi vous pensez, vous y avez joué et vous allez me dire... Dis donc, ça va, hein, t'es un petit peu un connard parce que la musique elle est quand même pas dégueu. Et vous n'avez pas tort. Enfin, je suis pas un connard, mais je veux dire, la musique n'est pas horrible non plus. Manette en main, ça fait parfaitement le taf. Les musiques de la ville sont tranquilles et elles évoluent au fur et à mesure de l'aventure, ce qui est d'ailleurs une excellente idée. Les musiques des donjons bougent bien, celles des plaines sont entraînantes, et celles des boss savent être exaltantes quand il faut. Mais quand j'écoute l'OST une fois sorti du jeu, il y a vraiment pas tant de thèmes que j'apprécie. On retrouve encore une fois les habitués du studio, 2 compositeurs maison, Hayato Sonoda et Takahiro Unisuga, et 2 contractants externes, Yukihiro Jindo et Mitsuo Singa, plus un mystérieux compositeur, potentiellement externe, appelé en renfort qui a officié sur 4 titres. Si les compositions de Sonoda, Unisuga et Jindo sont de qualité, celles de Singa sont toujours autant passe-partout, avec quelques morceaux qui sortent du lot. Le gros problème, c'est que si pour Ys 8, il signait 15% de la bande-son, sur Ys 9, une musique sur 3 est de son fait. Le truc qui est hyper frustrant avec Singa, c'est qu'il ne va pas assez loin dans les détails. Les compositeurs maison ont des contraintes que n'ont pas les externes, la principale étant qu'ils sont beaucoup plus limités concernant les instruments qu'ils peuvent utiliser pour leur composition. Ce qui fait que j'adore les compositions de Jindo vu qu'il nous lâche des bons gros riffs. Singa, de son côté, arrive à faire moins bien avec des vrais instruments que Sonoda et Unisuga avec un synthé. Je vous mets quelques extraits pour illustrer ça. Elle est tellement triste cette guitare. Après, il n'en reste pas moins que la bande-son nous réserve toujours quelques bonnes surprises avec une ambiance souvent teintée de mélancolie qui se prête bien à cette histoire de prisonnier. Et là aussi, je vais vous mettre quelques extraits.
Bref, qu'est-ce que je retiens de Ys 9 ? Je me rends compte que j'ai très peu parlé du personnage central de cet opus, la mystérieuse Aprilis. Je n'en ai pas beaucoup parlé parce que j'aurais peur de trop en dire. C'est le personnage central, elle est drapée de mystère, mais on va être honnête, c'est dur de passer après Dana. Et je me rends compte que je n'arrête pas de comparer les deux épisodes, ce qui donne l'impression que Ys 9 n'existe pas en tant que tel. Mais c'est vrai qu'ils sont tellement proches qu'il est difficile de faire autrement. Si Dana était extrêmement marquante, Aprilis ne l'est pas autant, mais elle reste un personnage néanmoins intéressant. Pendant une grande partie de l'aventure, elle est une figure qui, entre guillemets, manipule les personnages, donc c'est très difficile de faire preuve d'empathie à son égard, même si le scénario arrive finalement à nous faire l'apprécier. À ce sujet, vous aurez certainement noté qu'il y a tout un pan de l'histoire que je n'ai pas du tout abordé, parce que j'ai moi-même eu la surprise de le découvrir en avançant dans l'aventure, donc ne soyez pas étonnés si je ne le mentionne pas ici. Et donc, Ys 9 Monstrum Nox, au final, c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que sur tous les points, à l'exception de la bande-son, il fait mieux que Ys 8. Le scénario du 8ème opus, elle est très loin dans sa dernière partie. Celui de Ys 9 est un peu plus restreint, donc il donne l'impression d'être mieux maîtrisé. Les personnages sont plus intéressants, Adol, le grand frère qui va guider les Monstrum, et ça fonctionne très bien. Le gameplay est plaisant, c'est un des mieux construits de la série, même si certains éléments fonctionnaient mieux dans Ys 8. Et les combats peuvent plaire à la fois aux joueurs lambda comme aux joueurs expérimentés. On retrouve cette immédiateté qu'il y a dans la série. On démarre l'aventure et même sans tout connaître de la prise en main, on rentre tout de suite dedans. Ys 9 Monstrum Nox est un excellent épisode, même si ça n'est pas le plus marquant. Donc là, vous allez me demander, est-ce que c'est la fin de la rétrospective sur la série des Ys ? Pas tout à fait. Alors je vais pas faire un épisode sur Ys 10, puisque j'en ai déjà fait une critique au moment de sa sortie. Par contre, il y a quelques spin-offs dont je n'ai pas parlé, les adaptations, ce genre de choses. Il va y avoir encore une vidéo avec tout ce que je n'ai pas mentionné jusqu'à présent. Je vous dis donc à très bientôt. Alors, instant auto-promo, vous aimez les RPG japonais mais vous avez du mal à suivre l'actualité? Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les derniers lundis du mois, je fais un journal du JRPG. Je reviens sur les annonces des jeux qui sortent en Occident, qui sortent au Japon, qui sortent sur smartphone. Je fais un récapitulatif mensuel de toutes les sorties en Occident et puis même un petit point sur les goodies, en particulier les figurines. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur.